Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de ce lundi 17 novembre. Revalorisation du SNMG et de l'allocation chômage. 11 circonscriptions administratives seront promues au rang de wilaya et ouverture d'une enquête après les récents incendies de forêt. Autant d'orientations données par le président de la République lors du Conseil des ministres. Nous y reviendrons dans un instant. Le méga-projet de la ligne ferroviaire Tindouf-Béchar-Garage-Villette avance à une cadence soutenue et devra être livré en janvier 2026. Nous irons par la suite à Mila où la nouvelle annexe universitaire transforme le quotidien des étudiants, offrant un meilleur accès à l'enseignement supérieur. Reportage à suivre dans ce journal. Et à l'étranger, les scandales de corruption continuent d'éclabousser le régime marocain. 30 parlementaires sont impliqués dans des détournements de fonds, tandis que des milliers de citoyens vivent sous le seuil de pauvreté. À Timimoun, le festival international du court-métrage se poursuit jusqu'à demain. Les participants y présentent leurs films et s'inspirent du décor unique de l'Oasis Rouge pour préparer de futurs projets cinématographiques. Bienvenue à tous. Tout d'abord, la réunion du Conseil des ministres présidée hier par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Une réunion consacrée à plusieurs dossiers majeurs, notamment la promotion de circonscriptions administratives des hauts plateaux et du sud en wilaya à part entière. Le suivi de l'avancement des travaux de réalisation de la mine de Garage-Villette et de la ligne ferroviaire minière Tindouf-Béchar, ainsi qu'à la préparation d'un projet de revalorisation du salaire national minimum garanti et de l'allocation chômage. Les détails avec Majda Jahmoun. Le président de la République a pris une série de décisions stratégiques pour renforcer et dynamiser l'économie nationale. Il a tranché avec des instructions fermes touchant la sécurité, l'économie et les grands projets structurants du pays. Il a ordonné tout d'abord l'ouverture d'une enquête sur les incendies ayant frappé plusieurs wilayas le week-end dernier et a instruit le ministre des Finances de préparer 2 projets. La revalorisation du salaire national minimum garanti et celle de l'allocation chômage. Le président a également insisté sur un contrôle permanent des espaces publics et sur le respect strict des règles d'hygiène dans le transport public et privé, en particulier à Alger et dans les zones touristiques. Il a également validé la promotion de 11 circonscriptions des hauts plateaux et du sud en wilaya à part entière, en demandant d'entamer immédiatement les procédures législatives avec les 2 chambres du Parlement. Concernant la ligne ferroviaire minière Tindouf-Béchar, il a ordonné son inauguration dès janvier 2026, souhaitant faire de cet événement une journée symbolique marquant une nouvelle étape économique pour le pays. Pour la mine de Garage-Villette, il a fixé le lancement de l'exploitation locale du minerai dès le premier trimestre 2026, demandé l'accélération des travaux et approuvé la création de nouvelles usines de traitement à Tindouf, Béchar et Naama. La première cargaison devrait être acheminée en 2026 vers le complexe Toshiali à Oran. Première étape vers la réduction des importations de fer. Enfin, le Conseil a approuvé la réalisation d'un CHU de 500 lits à Constantine et l'acquisition d'équipements spéciaux pour l'entreprise d'appui au développement du numérique. Et le méga-projet de la ligne ferroviaire minière Béchar-Tindouf-Garage-Villette, long de 950 km, avance à grande vitesse et sera livré en janvier 2026. Cette ligne permettra d'acheminer quotidiennement plus de 240 tonnes de minerai de fer vers les centres industriels du Nord. Elle soutient directement l'exploitation du gisement de Garage-Villette, dont le lancement est prévu au premier trimestre 2026. Un projet stratégique pour la souveraineté économique nationale. Naïm Al-Walish. Algérien reliant Béchar à Garage-Villette sur une distance de 950 km est imminent. La voie de communication permettra l'acheminement du minerai de fer depuis Garage-Villette, l'un des plus grands gisements au monde, vers le nord et les ports.
L'histoire a commencé il y a moins de 30 mois et dans le monde austère du Sahara, tout était à faire, à commencer par les bases de vie. En amont et en parallèle au lancement des travaux au niveau de ce tronçon, plusieurs procédures avaient été engagées auprès des services concernés pour l'acquisition des autorisations d'installation de bases de vie, l'exploitation des gîtes d'emprunt et des carrières d'agrégats. Il y a aussi l'opération de déplacement de 68 lignes de réseaux divers interférant avec le tracé ferroviaire. Tout a surgi ex nihilo, au pied du sable, des pierres et de la terre. En moins de 30 mois, ouvriers, techniciens, ingénieurs algériens et chinois ont posé près de 900 km de rails, partant directement de la mine, traversant plusieurs villes où des gares sont construites, comme ici à Abadla et à Tindouf. Notre entreprise CRCC a construit plus de 70 000 km de chemin de fer en Chine. Grâce à l'expérience que nous avons acquise et malgré les conditions très difficiles, nous pouvons aujourd'hui largement anticiper sur les délais. Nous avons aussi beaucoup de soutien de l'ANESRIF et de BCS. Des équipes de suivi des rendements journaliers ont été instaurées et chaque retard constaté a été suivi par des plans d'action appropriés et les retards ont été rattrapés. Garage Billet a mobilisé plus de 14 887 employés et 4 458 engins. Cette ligne minière, elle va drainer des trains minéraliers. C'est des trains très longs qui peuvent atteindre 2 km et quelques. C'est-à-dire la capacité de cette ligne, c'est 8 trains par jour. 8 trains minéraliers par jour pour satisfaire le transport de 50 millions de tonnes par an. La gare voyageur Tindouf, je vais vous parler sur l'aspect architectural. On a utilisé la technologie la plus récente, que ce soit sur les équipements. On a les escalators, on a tous les systèmes de protection incendie, la protection pour tous les systèmes de protection modernes. On a utilisé sur cette gare. Sur l'aspect architectural, concernant les habillages des façades, on a utilisé des matériaux modernes aussi. Il a fallu des milliers de mètres cubes de terrassement, plusieurs kilomètres de murs de soutènement, plusieurs ouvrages d'art dont celui-ci entre Hassirkhab et Lassel, sur une distance de plus de 4 km, soit l'un des viaducs les plus longs d'Afrique. Dans ce contexte, nous avons construit le viaduc Ouad Dora sur une longueur de 4 km 100, soit le plus long que nous avons réalisé en Afrique. Dirigé de bout en bout par l'ANSRIF, ce projet titanesque qui sera livré en un temps record permettra non seulement de dynamiser la région du sud-ouest algérien, mais aussi et surtout de limiter considérablement son isolement. Amila, la nouvelle annexe de l'école normale supérieure dédiée à la formation des futurs enseignants, transforme le quotidien des étudiants de la région. Fini les longs trajets, ils peuvent désormais étudier à 2 pas de chez eux et se concentrer sur leur avenir. Un espace de formation qui change déjà la vie de nombreux jeunes, nous dit Majda Jahmoun dans ce reportage. Amila, une annexe de l'école normale supérieure dédiée à la formation des futurs enseignants vient d'ouvrir ses portes. Un espace entièrement pensé pour accueillir les étudiants de la région et leur éviter de longs déplacements vers d'autres wilayas. Une structure qui tombe à point nommé pour de nombreux jeunes ravis de pouvoir suivre leur formation dans leur wilaya. J'ai beaucoup attendu avant de pouvoir enfin rejoindre cette annexe. Avant, on suivait notre formation dans d'autres wilayas et c'était difficile pour nous. Nous avons très bien été accueillis ici et les enseignants sont compétents avec un très haut niveau. Le programme qu'on suit est très intéressant et le plus important, c'est que notre poste d'emploi est garanti après cette formation. Je souhaite réussir et servir mon pays. Il y a beaucoup de spécialités au sein de l'annexe, comme les mathématiques ou la langue arabe, pour les cycles primaires et moyens. Les moyens pédagogiques sont bons. Je trouve que les enseignants sont très qualifiés. Ils ont vraiment l'art et la manière de transmettre le message. Nous espérons devenir des enseignants à notre tour. Mon rêve est d'enseigner les mathématiques.
Aujourd'hui, l'annexe compte déjà près de 400 étudiants répartis sur plusieurs spécialités très demandées. La première promotion sortira en 2030. L'annexe a ouvert ses portes pour l'année universitaire 2025-2026. Elle forme les étudiants qui seront enseignants de mathématiques et de langue arabe pour les cycles primaires et moyens. La formation dure désormais 5 ans. La première promotion sortante apportera un souffle nouveau à l'éducation nationale. Après des années de développement, le centre universitaire Abdelhafid Boussouf vient d'être officiellement promu au rang d'université et compte plus de 10 000 étudiants. Une évolution majeure pour la wilaya. Depuis 2008, l'établissement a connu des avancées importantes, aussi bien sur le plan pédagogique qu'en matière de recherche scientifique. Toutes les évaluations nationales et internationales se sont améliorées ces dernières années, ce qui nous a permis d'obtenir cette promotion au statut d'université. Nous avons commencé avec 3 instituts et 1000 étudiants. Aujourd'hui, nous comptons 10 800 étudiants et proposons 30 licences, 53 masters et plusieurs parcours d'ingénieurs et des spécialités en doctorat. Ceci est le fruit des efforts de toute la communauté universitaire. Avec son nouveau statut et cette annexe de l'ENS opérationnelle, l'université de Mila espère désormais former davantage d'enseignants, renforcer son rôle régional et offrir aux étudiants des perspectives concrètes sans qu'ils n'aient à quitter leur wilaya. Et ce communiqué du ministère de l'Éducation qui annonce aux élèves scolarisés à travers tous les établissements du territoire national ainsi que les inscrits en candidat libre le début des inscriptions à l'examen du baccalauréat session 2026 et du BEM 2026 à partir de ce mardi 18 novembre jusqu'au 17 novembre à minuit et ce sur les plateformes bac.onec.dz et bem.onec.dz. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, a reçu le président du groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Oultah, lors d'une rencontre consacrée à l'examen des moyens de renforcer le partenariat entre l'Algérie et la Banque africaine de développement. Cette institution financière joue un rôle majeur dans le soutien aux projets économiques et sociaux à travers le continent. Au cœur de cette rencontre, les discussions ont également porté sur les principaux axes de coopération, de partenariat entre les deux parties, en accompagnement des efforts nationaux visant à développer les secteurs stratégiques. Et cette semaine, à Paris, le forum GNDI Bridge Africa a rassemblé plus de 90 intervenants, des délégations économiques et de jeunes entrepreneurs venus de tout le continent. Consacré aux investissements, à l'innovation et à la création d'emplois en Afrique, l'événement a vu une forte représentation algérienne portée par une diaspora engagée dans le développement national et le renforcement des liens économiques africains. Correspondance de Afaf Belhouchet. À Paris, le JNDA Bridge Africa réunit les acteurs économiques qui transforment l'Afrique. Entreprises innovantes, fonds d'investissement, décideurs publics et diaspora influentes. Objectif, accélérer les projets, créer des emplois et structurer de nouvelles chaînes de valeur entre l'Europe et le continent africain. Ce qui est très intéressant avec l'Afrique, c'est les idées qui en sortent. L'Afrique a moins de capitaux, l'Afrique a moins de technologies que ses partenaires européens, et du coup l'Afrique innove quand même, mais avec d'autres moyens, d'autres ressources, parfois plus frugales ou en tout cas moins technologiques, moins capitalistiques. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour le reste du monde. Croissance démographique, transformation numérique, transition énergétique. Les besoins sont immenses et les opportunités aussi. Et la diaspora constitue un accélérateur décisif en facilitant le financement et la montée des compétences. On a en ce moment même une session sur la circulation des talents entre l'Europe et l'Afrique. Et c'est ce sujet-là, de comment on va partager nos talents, comment on va partager nos innovations entre l'Europe et l'Afrique. C'est un sujet qu'on traite dans cette conférence JNDA Bridge Africa. Dans cette dynamique continentale, l'Algérie assume une ambition claire, mobiliser ses compétences à l'étranger au service de l'industrialisation et de la souveraineté économique nationale. Il n'y a pas que l'Europe qui peut travailler avec l'Afrique. Il y a l'Asie qui travaille avec l'Afrique, il y a les États-Unis qui travaillent avec l'Afrique, et l'Afrique n'attend plus seulement de l'Europe. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, si on n'est pas sur un partenariat d'égal à égal,
beaucoup plus respectueux, sur une coopération véritable qui crée de l'emploi en Afrique. Donc l'Afrique ne travaillera pas avec les Européens. La culture et le divertissement deviennent également des marchés et une source d'exportation que la diaspora valorise à l'international. Et moi, cette volonté aujourd'hui, c'est prendre cette diaspora en France qui est très présente en Algérie, aujourd'hui de soutenir des artistes algériens aujourd'hui partout dans le monde. Mais pour attirer davantage de capitaux et structurer des filières industrielles durables, les talents algériens à l'étranger doivent mieux coopérer. L'intérêt stratégique doit primer sur les trajectoires individuelles. Il faut tendre la main ou accepter les mains tendues. Il est temps pour la diaspora algérienne de travailler ensemble pour le bien de l'Algérie, surtout en premier. Dans le champ politique, la diaspora doit encore composer avec des préjugés persistants, accusés parfois de duplicité. Elle revendique au contraire une double légitimité mise au service du dialogue entre les nations. On n'est pas là pour arbitrer, mais on est là pour essayer de fluidifier, de rendre de mettre de la souplesse dans les relations et de mettre un peu d'humain dans ces relations et surtout de rappeler que l'intérêt général doit dépasser nos intérêts particuliers collectifs. C'est-à-dire que si on veut que nous ayons du pouvoir d'achat et que nous ayons en France, il faut que nous comprenions que aussi de l'autre côté ils veulent du pouvoir d'achat, qu'ils doivent créer des emplois, qu'ils doivent faire vivre des gens et donc c'est du gagnant-gagnant. Et ce sont les acteurs dont les engagements ont déjà produit des effets sur le terrain, notamment dans l'agriculture et l'agroalimentaire, secteur prioritaire pour l'Algérie. Et c'est dans cette perspective que nous avons financé aujourd'hui les projets d'une dizaine de jeunes entrepreneurs algériens et nous avons récemment organisé à Abidjan en Côte d'Ivoire une grande sélection où était représenté un talent entrepreneur venant d'Algérie. Au moment où on se parle, on fait partie des opérateurs qui travaillent depuis longtemps sur le sujet des diasporas africaines, mais pas pour rien. Effectivement, c'est bien de dire qu'on veut travailler à rapprocher les deux rives de la Méditerranée, encore faut-il mettre en place des outils ou des projets dans ce sens. Donc au moment où on se parle, on est là parce qu'on prépare une délégation d'entrepreneurs et de dirigeants algériens en France, franco-algériens et de la diaspora africaine en Algérie en 2026. Plus qu'un salon, un nouveau modèle économique, coopération productive, investissement durable, création d'emplois sur le continent. La diaspora algérienne y tient désormais un rôle déterminant, un partenariat stratégique pour la croissance africaine de demain. Coopération algéro-slovène à présent dans le domaine de l'innovation et des startups. Une rencontre préparatoire a réuni plusieurs représentants de plusieurs entreprises en présence du ministre de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises, ainsi que l'ambassadrice de Slovénie en Algérie. Une rencontre tenue en prévision du départ de la délégation algérienne vers Ljubljana. Myriam Damis. Dernière réunion, 10 jours avant leur départ vers Ljubljana. L'heure est aux orientations et aux conseils pratiques pour ces start-upers algériens qui s'apprêtent à effectuer une immersion au cœur de l'écosystème innovant slovène dans le cadre du programme ACEP. Aujourd'hui, nous sommes là dans cette séance de travail avec les jeunes qui vont participer à la deuxième délégation du programme ACEP. Cette délégation qui va se diriger vers la Slovénie dans les prochains jours et dont l'objectif est, encore une fois, de renforcer la coopération technologique, technique, mais aussi la coopération avec la Slovénie dans le domaine de l'innovation et des startups. Je dois dire qu'il s'agit de l'un des résultats les plus concrets que nous ayons obtenus à la suite de la visite de son Excellence, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en Slovénie. Cela illustre la profondeur de la coopération entre la Slovénie et l'Algérie dans tous les domaines. Cette mission est également très importante pour nous. Il est essentiel de démontrer qu'il existe une coopération et que nous pouvons aller encore plus loin. Pour une meilleure préparation, des participants à la précédente édition sont venus partager leur expérience et mettre à disposition de la délégation partante les contacts qu'ils ont noués en Slovénie. C'était l'une des meilleures expériences professionnelles qu'on a eues en termes de voyage d'affaires, en termes d'organisation, en termes de programmes, en termes de richesse de programmes surtout. Nous sommes ici aujourd'hui donc pour faire un peu notre retour d'expérience à cette deuxième expédition et peut-être leur donner quelques orientations par rapport à l'écosystème slovène qui est basé justement sur l'économie donc de la connaissance et ils investissent beaucoup dans les jeunes entrepreneurs et peut-être on va leur raccourcir le chemin
pour qu'ils aillent un peu plus vite. Je fais partie de la délégation algérienne qui va participer à l'ACEP programme en Slovénie. Et on en attend beaucoup, car on voit que l'écosystème slovène est en pleine croissance, comme l'écosystème algérien. On part pour ramener l'expérience, pour voir l'écosystème, pour s'inspirer surtout. Les membres de cette délégation fondent de grands espoirs en ce voyage qui leur permettra entre autres d'explorer des opportunités de partenariat intéressants et d'identifier de nouvelles pistes de coopération pour accélérer le développement de leur projet. En ce mois de novembre, dédié à la lutte contre le cancer de la prostate, une campagne nationale de sensibilisation a été lancée aujourd'hui à Tizi Ouzou, une initiative de la télévision algérienne en partenariat avec le ministère de la Santé. Médecins et spécialistes se mobilisent pour informer, dépister et sensibiliser les citoyens. Cette opération se poursuivra dans tout le pays sous le slogan « Dépistez-vous aujourd'hui pour être tranquille demain ». Et les scandales de corruption continuent d'éclabousser le régime du Makhzen, révélant un système gangréné par le népotisme et les privilèges, tandis que des milliers de Marocains vivent sous le seuil de pauvreté. Meïchebout. Au Maroc, un nouveau scandale de corruption éclate au grand jour, touchant cette fois le cœur même du pouvoir. 30 parlementaires se retrouvent devant la justice, poursuivis pour détournement de fonds publics, abus d'influence et obtention illégale d'avantages. Ce scandale pulvérise les discours officiels sur la transparence et révèle les fissures profondes qui minent les institutions. En tant que premier adjoint en maire, un député a exploité sa position à des fins personnelles. Il a manipulé des programmes à son profit et a créé des entreprises illégales pour s'enrichir. Ce qui devait être une assemblée représentant les citoyens et défendre leurs intérêts s'est transformé au fil des années en une véritable caisse noire qui alimente les intérêts du Makhzen. Gangréné par l'argent et les réseaux d'influence, ce système symbolise une réalité inquiétante. Au lieu de servir le peuple, la loi devient un outil au service des corrompus, laissant les citoyens face à un État qui trahit sa propre mission. Le programme Marrakech al-Hadira al-Mutajaddida a été utilisé pour des élus pour créer des sociétés avec l'argent du peuple. Ils ont conclu des accords servant uniquement leurs intérêts personnels et se sont accaparés des biens immobiliers publics. Il s'agit d'une corruption flagrante et pourtant personne n'a été tenu responsable. Nous dénonçons fermement ces pratiques et affirmons notre engagement à protéger l'argent des citoyens. Pendant que certains élus amassent fortune et privilèges, détournement après détournement, des millions de Marocains affrontent une réalité bien plus dure. Pauvreté, inflation, manque d'opportunités, deux mondes coexistent mais ne se rencontrent jamais. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sur le plan de paix Trump dans l'enclave palestinienne. Pendant ce temps, les massacres perpétrés par les forces d'occupation sionistes se poursuivent. Les corps de 17 martyrs ainsi que 3 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de la ville au cours des dernières 72 heures, pendant que les corps de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. Une situation humanitaire désastreuse, aggravée par l'arrivée de l'hiver et les fortes pluies. De nombreuses tentes et abris inadaptés aux intempéries laissent la population directement confrontée au froid et à l'eau, tandis que les restrictions imposées par l'occupant limitent l'accès de l'aide humanitaire. Résultat, les Razaouis doivent affronter simultanément bombardements, famine et inondations. Wissam Abou Zaid et Walid Yousfi. Après des mois de bombardements et une famine sans précédent, ces Palestiniens installés dans des tentes de fortune doivent à présent faire face à des inondations. La nuit dernière a été particulièrement éprouvante. Les pluies torrentielles ont submergé les camps de toile, obligeant des familles entières à passer des heures à découvert en plein froid hivernal. C'est terrible pour nous. Les tentes sont complètement trompées. Nous n'avons pas où aller. La pluie nous submerge de tous les côtés. Toutes nos affaires sont trompées. Dans les camps de réfugiés, les déplacés doivent faire face à un danger d'un tout autre type, un froid glacial, particulièrement dangereux pour les enfants et les personnes âgées, les plus vulnérables aux maladies hivernales, telles que les infections respiratoires. Ma femme et moi sommes cloués au lit par la maladie.
La situation empire de plus en plus. Ce sont les premières pluies. Regardez où nous en sommes. Nous avons tellement de mal à dresser les tentes. Elles se sont effondrées en une seule nuit. Les inondations ont également frappé de plein fouet les hôpitaux de campagne que compte la bande de Gaza. De nombreuses installations ont été endommagées, affaiblissant davantage le système de santé palestinien. Revenons dans le pays, direction Timimoun. L'Oasis Rouge accueille jusqu'au 18 novembre le Festival international du court-métrage. Au-delà de la compétition, cette oasis unique se veut également une source d'inspiration pour les participants, offrant un décor naturel qui stimule la créativité pour de futurs projets. Ikram Sadet. L'exour de Dra et de Yexer, ainsi que d'autres sites archéologiques et historiques, racontent des histoires de vies anciennes. Les paysages désertiques ensorcelants ont fait de Timimoun une destination touristique de renommée mondiale et même un espace idéal pour la production cinématographique. J'étais émerveillé par cette rencontre du désert, des oasis, des dattiers, des gens qui écrivent, des gens qui veulent être au calme, des gens qui veulent être inspirés par des couchers de soleil magnifiques. Donc Timimoun, il faut en faire la promotion. Timimoun a vraiment tout ce qu'il faut, que ce soit en ville ou que ce soit dans les paysages à l'extérieur de la ville. C'est vraiment très attrayant, quoi. C'est une évidence. La région historique de Gourera, avec son charme envoûtant, inspire les jeunes créateurs à élaborer des visions cinématographiques futures qui mettent en valeur sa beauté. Vraiment, c'est comme dans un rêve, c'est ce que je disais aussi. C'est le désert arrivé dans un monde à part, un monde hors du temps. On souhaite que nos moyens nous mettent en charge, au moins que des moyens soient mis en place entre les deux pays pour que nous, on utilise cette nature comme décor de tournage et éventuellement travailler avec des artistes algériens. Le monde du cinéma peut trouver à Timimoun des décors naturels riches qui contribueront, pourquoi pas, à la réalisation de grandes œuvres cinématographiques. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. À demain.